le Halley nous l'expliquait dans le troisième monde. Ils se souviendront du jour du serment. Dans ce chapitre 1163, Xebec nous le répète, la promesse doit être tenue. Mais de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, nous allons en parler dans cette vidéo. Mais c'est pas tout, nous avons très certainement la double page rassemblant les personnages les plus puissants jamais dessinés par Eiichiro Oda. Roger, Garp, Xebec, Kaido, Barbe Blanche et Big Mom contre le diable. Mais comment cela a pu rester secret pendant 38 ans? Pourquoi Im-sama n'a pas chassé chacun des 6 individus qui ont découvert son identité et qui ont levé la main sur son illustre personne? Mais surtout, comment Garp a pu rester dans la marine après avoir frappé Imu Nerona? Allons-nous tout droit vers une incohérence ou est-ce que Oda a une dernière carte en main à nous révéler? Nous allons aussi parler du demi-réversi. Je sais que la plupart des gens de ma communauté est contre, mais croyez-moi, Oda peut encore nous surprendre avec cette technique et on va en parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous risquez de ne plus jamais regarder One Piece de la même manière. Quand je dis tu liras plus One Piece de la même manière, c'est une façon de parler. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette review du chapitre 1163 de One Piece, ma meilleure vidéo depuis le début de ma chaîne. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez été plus de 163 personnes à vous abonner sur ma review du chapitre 1162. Je vous remercierai jamais assez de me suivre dans cette aventure, bien sûr, à me donner l'intégralité de ton avis en commentaire. Je vais passer le dimanche à lire tous les commentaires sous cette vidéo concernant tous les tenants et aboutissants de cette vidéo, à mettre le maximum de pouces bleus et à booster cette vidéo. Vous avez la capacité de me donner énormément de visibilité grâce à vos points boost qui comptent beaucoup plus pour les petites chaînes. Et avec 50 000 abonnés, je reste une petite chaîne One Piece, les gars. Vous êtes bien sûr plus de 40% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que vous me suivez dans cette aventure. Je vous souhaite une excellente vidéo. J'adore la philosophie de la dernière partie. N'hésitez pas à tout regarder jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos commentaires. Allez, ciao. Nous sommes sur un chapitre exceptionnel, mais le premier détail que j'ai envie d'analyser avec vous aujourd'hui, c'est que Im-sama pense que Rock D. Xebec est Davy Jones. Et juste à partir de cette phrase, on va commencer fort parce qu'il y a pas mal d'interprétations qu'on peut avoir, notamment pour répondre à une théorie qui m'a été de nombreuses fois partagée sous mes commentaires et que j'ai déjà traitée dans mes anciennes vidéos. Avant d'apporter une réponse à cette théorie, on va déjà commencer par le fait que Im-sama puisse confondre Rock D. Xebec et Davy Jones. Mais attends. Remontons un peu en arrière. Je vais déjà commencer par définir le personnage d'Im-sama. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait que c'était un personnage, mais suite à la phrase de Xebec la semaine dernière qui dit « Voici le monde », on peut se poser légitimement des questions concernant la personnalité d'Im-sama. Est-ce que c'est une réelle personne ou est-ce que c'est une forme d'énergie ésotérique comme un peu l'avait souligné Xebec la semaine dernière? Parce qu'elle confond Rock D. Xebec qui est dans le moment présent et Davy Jones, un personnage qu'elle a très certainement rencontré dans le passé puisque c'est une légende. Alors on ne sait pas encore si c'est pendant le siècle oublié, mais c'est déjà un certain nombre de temps. On sait notamment que Davy Jones était maudit par le diable, on en a déduit que le diable était Im-sama, il y a donc eu un affrontement passé entre ces deux personnages. En plus, il semble avoir des pouvoirs assez communs. D'un côté, Davy Jones est capable de voler un membre de l'équipage adverse après un jeu, le Davy Bad Fight, et de l'autre, Im-sama est capable de retourner la personnalité d'un adversaire, de le transformer en démon et pourquoi pas de le manipuler grâce au Domi Reversi. Donc il y a un lien assez privilégié entre les deux personnages et Im-sama, si elle a bien condamné Davy Jones à vivre au fond de l'océan, elle a voulu s'en éloigner le plus loin possible. Mais il y a une deuxième information beaucoup plus intéressante suite à une théorie que vous m'avez dévoilée dans les commentaires. En effet, beaucoup m'ont dit, si ça se trouve,
David Jones, c'est le vrai nom de Joy Boy. Joy Boy, c'est un surnom, c'est pas son prénom, tu vois ce que je veux dire. Donc, à partir de ce moment-là, le doute était émis. Potentiellement, c'était intéressant que Joy Boy soit effectivement David Jones. Même si pour ma part, moi, je préférais qu'on ait un petit peu un trio et une intrigue à 3 personnes pendant le siècle oublié. Je trouvais ça terriblement plus intéressant. Mais on a quand même un début de réponse dans ce chapitre, puisque Im-sama pense que Rock Dick Xebec est David Jones, elle n'a pas du tout le même comportement quand dans la timeline actuelle, elle a juste senti le haki de Joy Boy qui lui a fait perdre l'intégralité de ses moyens et qui a renvoyé directement sur Marie-Jo Astersainte l'intégralité du Gorosei. Là, elle semble être en mesure de reconnaître David Jones et de l'affronter sans perdre ses moyens, sans transpirer, sans trembler, sans citer le nom de Joy Boy. Donc, si Im-sama a 2 comportements différents, j'ose imaginer que David Jones et Joy Boy soient 2 personnages qui ne sont pas la même personne. Mais le point culminant de ces échanges entre Xebec et Im-sama, c'est la notion de promesse, et on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo, parce que c'est un terme qui revient de nombreuses fois dans la mythologie de One Piece. J'ai adoré la scène autour du Capitaine John et oui, God Valley, c'est pas seulement Kaido, Big Mom, Xebec, Garp, Gold Roger et Im-sama, c'est aussi l'intégralité des pirates des Rocks et des Gold Roger qui se sont battus sur cette île et j'attendais un peu plus de détails à ce niveau-là. C'est vrai que Eiichiro-Oda a commencé le flashback avec pas mal de détails, on a été plongé directement dans le lore d'il y a 38 ans avec déjà une description complète de Rock Dick Xebec, de la manière dont il réfléchit, de ses objectifs, de ses hauts faits, de sa rivalité avec Harald, de la rivalité interne entre les Rocks, mais on a aussi eu un tour d'horizon sur tous les autres pirates, la rivalité entre Gold Roger et Garp, le personnage de Shaki qui était assez central à cette époque, et même la rivalité entre Roger et Xebec. Et Eiichiro-Oda a pris le temps de nous décrire tout ça chapitre après chapitre, et je pensais qu'on allait avoir le même niveau de détail sur God Valley avec les batailles de l'intégralité des pirates, des Rocks, mais également de l'équipage de Roger, et pourquoi pas des affrontements aussi de Garp. Et finalement, on a eu un rush à partir du début de God Valley pour aller très vite sur la confrontation finale entre les plus grands pirates de ce monde. Et j'ai dit Kaido, Big Mom, Xebec, Gold Roger, Garp contre Im-sama, et on a peut-être mis un peu de côté les autres pirates, mais dans ce chapitre on a finalement un focus sur le Capitaine John qui a le même fruit du démon que Kid, et quel fruit du démon peut aller aussi bien à quelqu'un qui est autant omnibulé par les trésors. Avec le fruit de Kid, il peut attirer l'intégralité des métaux, c'est le fruit du démon qui lui va trop bien, et c'est ce lore et ce genre de détails que je trouve exquis dans ce flashback de God Valley, et surtout de l'impact intelligent que ça a sur les autres pirates. Scopper Gaban qui dit à ses troupes, les gars, faites attention à vos armes parce qu'il va pouvoir vous les ôter avec la puissance de ce fruit du démon, mais ça a également un impact sur une autre intrigue développée par Eiichiro-Oda. Je parle bien sûr du personnage de Dragon qui va perdre le bébé qu'il avait entre les mains et qui voulait protéger à cause de ce pouvoir, à cause de la cupidité du Capitaine John porté par le fruit du démon de Kid, ce magnétisme qui permet d'attirer les trésors à lui, c'est du génie. Shanks finalement de lui-même va aller vers un coffre, c'est la fin des aventures de Dragon qui ont été pour moi une des aventures les mieux écrites du flashback de God Valley. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de focus et d'histoires annexes comme ça à se mettre sous la dent, mais Oda a envie d'accélérer et d'aller directement sur la confrontation finale contre Xebec, et on est ok. C'est pour moi une des parties non hypantes mais les plus intéressantes et les mieux écrites de God Valley. Une fois qu'on a dit ça, on va aller maintenant dans les choses qui fâchent un peu plus et sur les incohérences de ce chapitre qui vont mettre en péril peut-être 26 ans d'écriture d'Eiichiro-Oda. On en parle juste après. Il va vraiment y avoir plusieurs soucis avec le personnage de Garp. Ok, la semaine dernière, il se rend compte que sur God Valley, il y a un terrible massacre, que les marines tuent des civils, et on s'est tous demandé comment est-ce qu'il reste dans cette institution, la marine, en étant témoin d'un tel génocide. Mais on va beaucoup plus loin dans ce chapitre, puisque Garp va rencontrer Im-sama, mais il va en plus lui mettre un coup. Donc déjà, il faudrait m'expliquer comment Im-sama accepte que quelqu'un qui a osé frapper son illustre personne reste
dans la marine, mais on va se contenter du point de vue de Garp. Dans la description du personnage de Garp, au début, on a très bien compris que celui-ci n'était pas aligné à 100% avec la définition du mot justice de la marine, mais bon, ça pouvait rester crédible, tu peux rester dans une organisation même si t'es pas aligné à 100% avec les agissements de ceux-ci. Je peux le comprendre. Ensuite, à la suite du récit, on s'est rendu compte qu'au-dessus de la marine, il y avait les dragons célestes. Et là encore, il y a quand même une certaine dissonance entre le discours de Garp et l'agissement des dragons célestes. Mais Sangoku nous avait expliqué que Garp refusait des promotions, qu'il refusait d'être amiral, puisqu'il ne voulait pas être sous l'ordre direct des dragons célestes. Jusqu'à là, ça restait encore un petit peu crédible. On se rendait compte que la marine était de moins en moins affiliés à la justice, que ceux qui gouvernent la marine n'avaient plus aucun rapport avec la justice, et on se disait Garp, c'est quand même un peu compliqué de rester dans cette organisation vu ton point de vue. Jusqu'à là, ça allait. C'était tiré par les cheveux, mais ça allait. Mais maintenant, dans ce chapitre, on se rend compte que Garp est au courant qu'à la tête de ce gouvernement, déjà qu'il ne valide pas, c'est le diable en personne. Et Garp a pris sur lui de le frapper sur God Valley. Donc comment peut-il rester dans une telle institution quand il sait, non seulement qu'elle ne représente en rien la justice, mais en plus qu'elle est gouvernée par le diable en personne. Alors j'entends les gens qui disent que oui, Garp essaye de changer les choses de l'intérieur, mais quelle action il a fait depuis le début de l'aventure pour changer les choses de l'intérieur? Lorsque Ace a été attrapé, il n'a rien pu faire. Enfin bon, il s'est laissé faire au niveau de Luffy, mais il n'a pas pu arrêter ce qui s'est passé. Tous les agissements d'Im-sama, la destruction de Luluzian, Garp n'a pas essayé de contrer cela. La seule hypothèse qu'on pourrait construire pour légitimer le comportement de Garp, c'est que celui-ci soit à la tête des Swords. Si Garp veut vraiment changer la marine de l'intérieur, ça serait une conséquence logique suite au fait qu'il se soit rendu compte qu'au sommet du gouvernement mondial, il y ait le diable en personne. Mais là encore, j'ai une problématique à vous soumettre. Parce que, pour moi, Aokiji est un Sword qui infiltre directement l'équipage de Barbe Noire. Toujours pour moi, Garp s'est sacrifié pour légitimer la couverture d'Aokiji. Un peu comme dans le film Les Infiltrés, quand le commissaire tombe du toit, sa mort légitime l'infiltration de DiCaprio dans la mafia. Mais si les Swords ont été créés par Garp, alors pourquoi est-ce que Garp a envoyé un espion dans l'équipage de Barbe Noire alors que celui-ci a pour seule et unique volonté de détruire le monde, c'est-à-dire de détruire Im-sama? Si Garp est réellement au courant qu'à la tête du gouvernement mondial, il y a le diable en personne, ça serait débile d'envoyer directement un espion pour lui mettre des bâtons dans les roues, alors que son but est de détruire ce diable. Il y a peut-être une dernière solution, et je vais en parler en fin de vidéo, mais ça serait une terrible facilité scénaristique de la part d'Oda pour rendre cohérent le comportement de Garp depuis le début de l'œuvre, et j'espère, pour une fois, que la théorie que je vais vous dire en fin de vidéo ne va pas se réaliser, parce que ça serait un énorme gâchis. Bon, moi je vais être honnête, je kiffe ce qui se passe actuellement dans le flashback de God Valley, qu'on ait la confrontation entre d'un côté Im-sama et de l'autre Garp, Gold et Roger, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom et Rock Zebek. Mais suite à cette confrontation, comment ça se fait que chacun de ces protagonistes soit parti de son côté sans essayer de s'allier pour affronter ce qui semble être une entité maléfique et qui est le diable à la tête du monde? Comment ça se fait qu'on ait eu un équilibre des puissances avec chacun des membres de l'équipage des Rocks qui, de son côté, monte un empire et se fait appeler empereur? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas alliés pendant 38 ans pour aller défaire Im-sama? C'est quand même fou qu'on ait ce genre d'équilibre avec 5 personnes qui se sont alliées pour affronter une entité démoniaque à la tête du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une coalition beaucoup plus tôt, ne serait-ce qu'entre Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, avec la ferme volonté d'aller détrôner Im-sama? Pourquoi est-ce que Kaido essaye de se suicider alors qu'il sait pertinemment qu'il y a l'ennemi ultime de ce monde qui a fait tomber son capitaine et qui a une puissance incommensurable sur Marie-Joas Terre Sainte? Comment ça se fait que Big Mom, avant de mourir, en veuille à Roger parce que celui-ci ait lancé l'ère de la piraterie alors qu'elle a vu de ses yeux que le monde est détenu par un diable qu'il s'appelle Im-sama? Comment ça se fait que Kaido et Big Mom n'ont pas bougé en même temps que Barbe Blanche quand celui-ci a décidé d'affronter la marine parce qu'on a enlevé le fils de Roger alors qu'ils savent qu'à la tête de ce monde, il y a ce terrible diable qui s'appelle Im-sama?
Je suis conscient qu'une histoire, ça se crée et qu'on peut y savoir des incohérences, surtout sur un récit qui dure depuis 26 ans. Je suis conscient que cette incohérence amène le plus grand flashback de tous les temps et très certainement le plus grand combat de tous les temps. Mais en voulant faire plaisir au lecteur, en étant sur le moment présent, en voulant faire la bataille de God Valley une des batailles les plus épiques, Oda n'est pas cohérent sur un équilibre entre les puissances de ce monde depuis presque 26 ans de récit, quand il a décidé de tous les faire affronter un ennemi surpuissant qui devrait suffire par sa propre personne à alimenter, créer et être le moteur d'une coalition, non seulement entre les 4 empereurs, qui depuis le début de l'œuvre ne se le calculent pas et sont dans une espèce de guerre froide, mais en plus entre ces 4 empereurs et ce dénommé Garp, ou encore entre ces 4 empereurs et Goldie Roger qui s'est retrouvé sur une potence, prisonnier par la marine. Mis à part si Roger avait prévenu l'intégralité des 4 nouveaux empereurs, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, ne bougez pas les gars, je vais me faire arrêter par la marine, mais je le fais pour lancer une nouvelle ère de piraterie, mais ça ne semble pas être le cas quand tu vois le questionnement Big Mom avant de mourir et de tomber dans la lave, elle en veut à Roger. Il n'y a eu donc aucune forme de communication entre toutes ces personnes qui se sont alliées pour affronter, Im-sama. Là encore, j'ai la terrible réponse que va nous pondre Oda, et c'est une facilité scénaristique. On va en parler en fin de vidéo, mais c'est dommage. Ça ne gâche pas ma lecture. Je suis content d'avoir cet affrontement-là, mais j'aurais aimé que ça soit prévu un peu plus tôt et qu'on nous construise des éléments scénaristiques pouvant expliquer l'alliance de ces 5 personnages. Bon, il y a le sujet du demi-réversi, je sais que pas mal de gens sont contre un petit peu cet événement et je les comprends. En fait, moi je parle du demi-réversi depuis le 9 septembre. Je suis un des premiers créateurs de contenu à vous dire « Ah tiens, ça sent le demi-réversi cette affaire-là » et du coup, ça fait presque 2 mois que je vous en parle semaine après semaine. Du coup, quand ça arrive, d'un côté c'est vrai qu'on est content parce que y a une théorie qui se réalise, mais de l'autre côté, tout le monde en a parlé. Tous les créateurs de contenu, tous les tweetos, toutes les personnes en commentaire ont anticipé le demi-réversi à des dates différentes, bien sûr. Et là, quand ça arrive, on n'a pas été surpris par Eiichiro Oda, et c'est là le nœud du problème, c'est que même si on fait beaucoup de théories, moi, personnellement, je kiffe quand Oda me donne tort au dernier moment. J'adore faire des théories, j'adore construire un petit peu cet imaginaire, j'adore le partager avec vous, j'adore avoir raison aussi, mais j'aime bien avoir raison quand je surprends tout le monde. J'aime pas faire des théories qui sont ensuite reprises par tout le monde, et à la fin quand ça arrive, il y a le coup de « Attends, mais c'était prévisible, tout le monde l'a vu ». Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété très souvent sur cette chaîne, moi, le plaisir, je l'éprouve quand je suis surpris. Et quand je préchote quelque chose beaucoup trop tôt, ça me coupe un petit peu l'herbe sur le pied et je me dis, bah mince, si moi je l'ai su, que tout le monde ensuite a été dans cette mouvance à dire, ah bah il y aura un demi-réversi, il y aura un demi-réversi, forcément quand ça arrive, on est déçu. Ceci étant dit, il y a un demi-réversi, il faut l'accepter, mais on ne sait pas encore ce que Oda va en faire. Peut-être, et j'aimerais bien, que Xebec, arrive, comme Vegeta face à Babidi, à garder un petit peu son identité malgré qu'il soit demi-réversi et que ça soit un autre élément qui ait poussé Garp et Roger à affronter Xebec. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que Oda peut encore nous surprendre, même s'il semble qu'il ait pris une route qu'on ait tous anticipée. Mais moi le premier. Et il y a aussi une grosse théorie qui tourne en ce moment sur le demi-réversi. On en a parlé en commentaire dans ma vidéo de mercredi, je crois que c'est Prince, et il y a eu pas mal de commentaires et de likes. Et en faisant un petit peu des recherches, c'est en fait une théorie qui a tourné depuis 3-4 jours déjà sur Twitter. Baggy l'avait cité, c'est un anglophone, mais apparemment c'est sur Reddit qu'un abonné, qu'un fan de One Piece a fait. Et je la trouve particulièrement intéressante, donc je voulais en parler directement dans la vidéo, c'est qu'il aurait trouvé un petit peu la contrepartie du demi-réversi pour que cela fonctionne. Vous le savez, le demi-réversi, c'est un pouvoir qui est vraiment trop cheaté dans One Piece, et on cherchait un petit peu, quelles étaient les conditions pour l'activer. Moi, je vous l'ai dit, peut-être qu'elle n'était pas efficace contre les membres du D. Je me suis fait des bugs parce que les Davidi ont été demi-réversi. J'avais aussi émis l'idée que le demi-réversi fonctionne uniquement sur les rois, mais là, ça fonctionne sur Xebec, et Xebec, c'est pas un roi. Et il y a un fan qui a trouvé, il y a plus d'une semaine, qu'en fait,
le demi-reversi était uniquement possible sur la terre natale de ceux qui se faisaient transformer. En effet, sur Elbaf, souvenez-vous, Doré et Broggy se font demi-reversi parce qu'ils sont justement sur Elbaf. Et là, on a exactement la même chose sur Xebec. God Valley est l'île initiale de Xebec. On sait que Garling a découvert que les Davidi étaient originaires de God Valley, et à partir de ce moment-là, et enfin on a Harald qui dit que c'est très certainement un piège. Donc le gouvernement a très certainement attiré Xebec sur God Valley pour permettre à Imsama de le demi-réversi. Je crois qu'on a enfin trouvé la clé, c'était nécessaire d'en parler, mais aussi de donner un petit peu la source de cette théorie sans me l'approprier et dire que ça vient directement de moi. Pour le reste de la vidéo, on va bien sûr parler de cette promesse, mais surtout, à la fin de la vidéo, il y a une analyse que j'ai très envie de vous partager. Bon, on parle de promesses et cette partie est hyper intéressante parce qu'on va faire le lien entre pas mal de choses et vous allez voir que c'est beaucoup plus précis que ce que vous pensez. On voit dans ce chapitre Xebec dire à Imsama que la promesse doit être tenue. Mais nul n'est censé ignorer que lorsqu'on a introduit le Davy Backfight et le personnage de David Jones, on nous a dit que celui-ci était maudit à rester au fond des océans par le diable. On a donc émis l'hypothèse que le diable pouvait être Imsama. Donc Imsama a maudit David Jones, mais elle a une dette envers lui. Donc, au moment des faits, David Jones a très certainement négocié avec Imsama en lui disant « Écoute, si tu tiens ta promesse, moi j'accepte d'être maudit et de vivre au fond des océans. » Mais c'est pas la seule promesse qu'on a eue concernant le fond des océans, car rappelez-vous, pendant l'arc des hommes-poissons, Joy Boy a promis au peuple qui vit au fond de l'océan de remonter à la surface grâce au Noah. Le peuple des hommes-poissons attend la promesse de Joy Boy et celui-ci a dit que si c'est pas moi qui la réalisais, quelqu'un allait venir pour réaliser cette promesse. Donc le peuple des hommes-poissons, comme David Jones, attendent au fond des océans qu'une promesse soit réalisée. Celle d'Imsama qui a très certainement été à l'origine de la malédiction de David Jones. Donc Imsama avait quelque chose en sa possession, une information ou un pouvoir permettant de réaliser le souhait de David Jones, le poussant à accepter de vivre au fond des océans. Mais une autre personne, quant à elle, a promis de casser cette malédiction, de faire revenir les hommes-poissons à la surface. Donc, Joy Boy a pris sur lui de pouvoir réaliser la promesse que Imsama n'a pas faite. Or, quand on lit le Halley, et notamment dans le troisième monde, on voit que le serment a été respecté, chose qui n'a pas été faite ni dans le premier monde ni dans le second, mais bien dans le troisième. Donc à la résolution de One Piece, pendant l'arc final, on aura finalement cette promesse qui va être résolue. Est-ce qu'elle est liée au One Piece? Est-ce que c'est juste le fait de faire remonter les hommes-poissons à la surface? Est-ce qu'elle va permettre à David Jones de revenir, lui qui potentiellement pourrait être un pirate de l'ancien temps avec un cache-œil, ou l'homme à la cicatrice? Tout va être lié au niveau de cette promesse. Promesse d'Imsama, promesse de Joy Boy, promesse d'Eiichiro Oda de faire une fin qui soit cohérente. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses concernant cette promesse. Et dans la dernière partie, on va parler très certainement de l'échappatoire, de ce qui va permettre à Oda de rester cohérent sur l'intégralité de son récit, malgré tous les reproches que j'ai pu faire depuis le début de cette vidéo. Alors forcément, ce combat final est incohérent. Je ne comprends pas comment Kaido, Big Mom, Goldie Roger et Garp puissent être au courant de l'identité d'Imsama et qu'on n'en ait jamais entendu parler ni dans leur volonté, ni dans leurs propos, ni dans leurs actions. C'est illogique. Mais il reste une porte à Eiichiro Oda pour rendre tout cela cohérent avec, toute la partie qu'il a écrite sur le Nouveau Monde. On m'en a beaucoup parlé en commentaire, ça serait une amnésie générale. Ça serait qu'à la fin de God Valley, l'intégralité des futurs empereurs, du héros de la marine et du futur roi des pirates oublie
qu'à la tête de ce monde, il y ait une entité démoniaque qui s'appelle Imu Nerona. Je suis contre cette facilité scénaristique. Car dans un moment et dans un climax aussi important, si les choix n'ont pas de conséquences, alors Oda se soustrait de toute sa construction cohérente depuis plus de 110 tomes avec un tour de perlimpinpin. Tout ceci est oublié, tout ceci n'est jamais arrivé. Quand une action n'a pas d'impact dans une œuvre, c'est une facilité scénaristique. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vomi, qu'on a fait sortir un petit peu le pu sur ce trône de la cohérence qu'on place au-dessus de tout quand on lit une œuvre, est-ce que finalement, on ne pourrait pas se contenter du plaisir qu'on a à la lecture de ce chapitre? De se dire qu'en tant que lecteur, j'éprouve un plaisir à lire tous ces personnages qu'on suit depuis le Nouveau Monde, Kaido, Big Mom, Goldie Roger, Garp, Xebec, affronter main dans la main ce qui semble être l'entité démoniaque et l'antagoniste final de One Piece, et c'est grâce au fait que Oda s'extirpe de la cohérence qu'on a une telle scène. Et j'ai envie à la fin, une fois que j'ai craché un petit peu tout mon venin contre la cohérence, me dire que j'ai envie de me rapprocher de ce lecteur qui était jeune, qui avait 14 ans, qui était encore à l'école et qui découvrait chaque semaine les chapitres de One Piece avec une attention particulière sur l'épique et sur l'excitation, et qui ne se battait pas encore sur YouTube pour parler de cohérence. C'est cette énergie-là que j'ai envie de retrouver, et c'est chose faite avec ce chapitre. J'ai envie de vous dire, tant pis pour la cohérence, je vais mettre en priorité mon plaisir en tant que lecteur, et j'aime le fait que Oda ait présenté un tel panel face à Im-sama. Oui, c'est pas incohérent, oui, je le dis, oui, on risque d'aller sur une des plus grosses facilités scénaristiques, tant pis. Des fois, il faut sacrifier la cohérence sur l'autel de l'épique et du plaisir.